À présent, un reportage que je qualifiais d'insolite dans les titres. En effet, grâce aux nouvelles technologies, un éleveur peut aujourd'hui être prévenu par SMS lorsque l'une de ses bêtes met bas. Quelques centaines d'éleveurs en France, en Belgique et en Suisse utilisent actuellement ce système. Nous avons rencontré l'un d'entre eux dans le Gers. Pour lui, c'est clair, sa vie a changé. Géraldine Germani-Nafa et Xavier Roman. Depuis 4h30 ce matin, Emmanuel et Jean-Louis sont dans l'étable pour aider Tequila à mettre bas. Baptisée Eiffel, la petite Belge de 52 kg est née en bonne santé. Moi j'ai sorti une impeccable, tout est c'est né tranquillement, tout est vivant, tout est impeccable. Le père et le fils sont arrivés au bon moment, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour Emmanuel, propriétaire de 75 belles blondes d'Aquitaine, la perte d'un veau, c'est une année de travail pour rien. Alors il a investi dans le Velphone, un appareil qui mesure les variations de température de la vache avant son vélage. Ce tube, ça sert à éjecter le thermomètre à l'intérieur de la vache. Et qu'est-ce qu'elle en pense, la vache, de ça? Elle va pas sentir un petit peu? Le sang au départ, puis après elle s'y habitue. Une fois placé dans le vagin, le thermomètre connecté à une centrale de télécommunication affiche les températures et transmet les informations à l'éleveur par SMS. Ah ben là, t'es juste... Là, c'est le deuxième thermomètre qui doit se mettre en route. Avant, les relevés de température se faisaient manuellement, car 5 jours avant le vélage, la température augmente avant de chuter les 12 dernières heures. Au moment de la mise bas, la vache expulse le thermomètre grâce à la poche des os qui descend. Emmanuel, prévenu par texto, sait alors quand il doit intervenir. C'est le boîtier qui surveille les vaches à leur place. C'est une grosse évolution parce qu'il y a 40 ans que j'ai fait des vaches et toutes les nuits on se levait. Et depuis qu'on a ça, depuis qu'on a ce système, eh bien, on ne se lève plus la nuit, on attend que notre portable sur la table de nuit sonne et puis à ce moment-là on se lève. Comptez un peu plus de 3 000 € pour 5 thermomètres réutilisables. Avant, Emmanuel pouvait perdre jusqu'à 15 veaux par an. Aujourd'hui, il n'en perd plus que 2. Il peut s'absenter tranquillement. Et Eiffel, la petite vache, peut espérer un jour défiler à Paris pour un concours national. Le temps des pieds nus dans le sable est revenu. L'hiver long et rude est déjà presque oublié. Enfin, une belle occasion de prendre l'air en famille. Ces Belges ont décidé de faire simple. Plage. Plage. Ah oui, carrément, c'est le seul beau jour de la semaine apparemment, donc on va en profiter. Et tu vas te baigner? Non. Parce qu'il fait trop froid. 16 degrés au thermomètre, on attendra pour la baignade. Cette famille belge a tout prévu pour profiter de la journée. Pique-nique complet et confort assuré avant d'attaquer les châteaux de sable. Le programme, c'est des temps de plage, donc construire des châteaux, creuser des trous. Une fois que la mer va un petit peu remonter, aller mettre ses pieds dedans. Et vers 3 h, on va rentrer. Ici, c'est le début des vacances de Pâques. Pour les grands-parents qui jouent les nounous, le moment est tout trouvé pour tenter de nouvelles expériences. Eh ben, ça se passe bien, il vient de l'acheter il y a 5 minutes et déjà ça a l'air d'aller pas trop mal. Ça fait courir les grands-pères. Eh oui, ne dompte pas le vent qui veut. Et si certains voudraient s'envoler, d'autres préfèrent rester bien au sol. La forteresse qu'abritait jadis l'ordre des Chartreux ouvre à nouveau ses portes. La première version du bâtiment date de 1324. En ce temps-là, les moines suivent la règle de Saint Bruno qui prône l'isolement. Ils vivent dans des cellules tout autour du cloître, là où ils passent leur quotidien reclus à prier. Dans les textes des Chartreux, on trouve cette phrase qui dit « Trouvez Dieu le plus rapidement possible et le plus violemment possible ». Donc c'est réellement quelque chose de radical, on va dire. Et donc la radicalité, c'est par exemple l'isolement à l'intérieur d'une cellule. Le seul petit luxe qui est dans ce truc, c'est ça. C'est un petit tiroir où il met une brique qu'il a fait chauffer au préalable. Comme ça, il peut prier à genoux sans geler complètement. Je crois que je n'aimerais pas.
C'est trop calme. Moi, je m'y sens bien. Je m'y sens bien, j'aime le calme. Par contre, je ne dis pas que j'y passerai ma vie. Une autre partie de la communauté est chargée du fonctionnement de la chartreuse et de l'imprimerie. Ici, 12 000 ouvrages étaient conservés. Hôpital militaire puis civil pendant tout le XXe siècle. Depuis 2 ans, des investisseurs privés ont entamé la restauration du bâtiment et des jardins. À défaut d'y rencontrer Dieu, on peut profiter du calme et de la sérénité du lieu. Après le vin d'Alsace, le foie gras dans la région voisine, la Lorraine, dans une ferme Doucéville en Meurthe-et-Moselle, des éleveurs de canards proposent aux consommateurs de venir préparer eux-mêmes le foie gras. Reportage Géraldine Germani et Jean-Christophe Duclos. Ils arrivent sur un plateau comme des bijoux. 10 foie gras frais de canard tués la veille, 500 grammes chacun. Les apprentis cuisiniers doivent les préparer avec minutie. La première étape est cruciale, c'est le déveinage. Dans du madère, dans du un foie gras, un morceau de foie gras que vous prenez comme ceci, il va s'écraser. S'il y a une petite veine dedans, vous allez le sentir. Ici, les amateurs de bonne chair viennent la journée pour apprendre la découpe. L'atelier coûte 135 €, alors pas question de se rater. Ils repartent le soir avec magret, gésier, rillettes, aiguillettes, cuisses et foie gras. Voilà. Maintenant, on va faire les ailes. Ils sont vraiment rassurés, ils en ont marre d'avoir sur des étiquettes des machin, des antioxydants, des anti-machins. Ils sont vraiment, c'est vraiment ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est être sûr du bon produit et une valeur sûre. À la ferme de la Croisette, dans ce village de Meurthe-et-Moselle, pas de cannes, que des canards, gavés par Olivier. Alors il n'a pas crié parce qu'ils sont muets, c'est la particularité du mâle mulard. À la base, le gavage est naturel chez les oiseaux qui font des réserves avant l'hiver. En élevage, le gavage suscite la polémique, mais Olivier n'a rien à cacher. Ma jambe droite fait qu'il est coincé, donc là, mon canard ne peut pas avancer ou reculer, et je lui tire toujours le cou pour pas qu'il puisse faire ce mouvement-là. Parce que s'il fait ce mouvement-là, au moment où je mets l'entonnoir, je lui abîme l'œsophage, et là on crée un champignon peut se développer, la candidose, et un canard qui a de la candidose, au bout de 3 jours, il crève, donc j'ai tout faux, quoi. Voilà. Oh, c'est pas très... ça fait pas de bien, quoi. On se dit que si on devait y passer, c'est peut-être pas... Mais apparemment, ils souffrent pas quand même. Enfin, ils n'ont pas l'air de souffrir. Hein. Une fois à table, on oublie le gavage. La dégustation du midi fait partie de l'atelier. Eux profitent encore de l'air frais de décembre avant d'être transformés en magret. Il y a 60 ans a été créée la première communauté Emmaüs aux portes de Paris. C'était la fin de la guerre, tout était à refaire, mais aujourd'hui la pauvreté n'a pas disparu. Et Emmaüs est toujours là. Le mouvement fête ses 60 ans ce week-end à Paris. L'occasion une nouvelle fois d'interpeller les politiques sur la situation des précaires. Mais en attendant, le combat continue. Le reportage de Géraldine Germani-Nafa et Samuel Guibou. C'est à Neuilly-Plaisance que tout a commencé, dans cette maison. À l'origine, un homme, le député Henri-Antoine Grouès, plus connu sous le nom de l'abbé Pierre. C'est lui qui, voilà 60 ans, décide d'héberger des sans-abri et des exclus. Emmaüs, aujourd'hui, c'est près de 16 000 personnes, compagnons, bénévoles ou salariés. Gérard s'est retrouvé à la rue il y a 14 ans, avant de rejoindre la communauté Emmaüs. Ici, il est un peu le responsable des services généraux. Je bricole tout, quoi. Que ce soit l'électricité, le bois, un peu tout, quoi. La réparation et la vente ont toujours été la seule source de revenus des compagnons. Ainsi, Gérard participe à l'élaboration d'une maison avec des palettes de récupération, un savoir-faire qu'il souhaite transmettre aujourd'hui. C'est important parce que plus on sera de personnes au courant de construction de chalets, parce que bon, si vous voulez, il n'y a aucune qualification pour construire ça. On n'est pas qualifié, mais bon, c'est juste, on construit des chalets avec un tout petit outillage, et plus il y aura de personnes après au courant, enfin, qui sauront en construire, plus on pourra s'étendre sur la France pour en construire.
Gérard et ses amis compagnons pourront dans quelques semaines enseigner leurs connaissances au sein d'une nouvelle structure Emmaüs Avenir. On aimerait bien que créer un centre de formation qui soit utile pour les compagnons, mais en même temps qui soit professionnalisant ou qualifiant. C'est-à-dire que les gars qui auront eu une expérience au sein de la communauté Emmaüs puissent voir des employeurs à l'extérieur et leur dire « j'ai travaillé tant d'années à Emmaüs, prenez-moi parce que je connais tel et tel métier ». Une nouvelle mission donc et un défi pour Emmaüs, offrir aux personnes une autre chance de se réinsérer. À Toulouse, la justice examine aujourd'hui une plainte des salariés qui pourrait entraîner la suspension de la fermeture de Molex, l'entreprise, l'équipementier automobile. Chez Molex, comme dans beaucoup d'autres entreprises en difficulté, les blogs créés par les salariés sur Internet se multiplient. C'est une tendance très nette. Cela leur permet d'exprimer leurs sentiments, leur colère souvent, d'une autre manière. Géraldine Germani-Nafa et Michel Anglade. Énième réunion de crise chez Molex. Alexis, technicien dans l'usine, a créé un blog après l'annonce de fermeture de l'usine en novembre dernier. Les photos serviront à l'alimenter. À la sortie, il recueille les informations auprès de ses collègues comme un journaliste. Tout ça, on ferme des sites, mais ça, on regardait. Retour à la maison, il consacre plusieurs heures par jour à son blog. Entre caricatures et commentaires, le ton est très libre. Ce blog, au final, il me sert surtout à moi. Il me fait un bien fou. Il faut le dire comme il est, c'est vraiment un exutoire. Ça permet justement de lâcher un petit peu cette colère-là par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur Molex. Alexis a aussi relaté la séquestration de son patron qui a fait la une de tous les médias. Aujourd'hui, la tension a baissé d'un cran et le directeur a pris connaissance du blog de son salarié. Vous pouvez venir me voir si vous voulez avoir des épreuves d'information de première source. Je n'y manquerai pas, monsieur Guérillou. Il y a un blog qui est qui a des propos assez agressifs. Ça ne me dérange pas, hein. C'est une façon de s'exprimer. Et de temps en temps, pour moi, c'est intéressant de voir ce qui est écrit, mais bon, pas plus. Depuis septembre, pas moins de 70 plans sociaux ont été annoncés et autant de blogs de salariés et de syndicats. Leurs auteurs sont soumis à la même législation que la presse. Le citoyen a sa liberté d'expression, sauf si il y a 3-4 qui sont répertoriés par le code pénal. Premièrement, l'injure, salaud, etc. La diffamation, ce n'est pas moi qui ai piqué de l'argent dans la caisse il y a 20 ans, c'est diffamatoire. Et puis, toutes les atteintes à la vie privée, je te donne un exemple récent, c'est par exemple, au lieu de mettre des caméras vidéo partout, il ferait mieux de surveiller sa femme. Pour les salariés, toute médiatisation du conflit influence le rapport de force et le blog y contribue. Depuis le début du conflit, les salariés ont obtenu un délai avant la fermeture de leur usine et les indemnités de départ ont été multipliées par 7.